On va en parler avec un ancien journaliste devenu prêtre. Merci d'être avec nous, mon père. Vous êtes, donc je le disais, un ancien journaliste. Daniel Duigou est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et on va revenir justement avec vous sur ce qui va se passer dans les prochains jours. D'abord, les funérailles, évidemment, samedi qui se tiendra avec le monde qui aura une nouvelle fois les yeux rivés sur Rome. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est le conclave. Que peut-il se passer dans ce conclave? Comment vont se dérouler les votes, les discussions? Combien de temps ça va prendre? Est-ce que vous pouvez nous dire aux auditeurs d'ailleurs qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas et vos références et votre expertise là-dessus? Alors d'abord, par rapport à ce que vous avez dit, il faut bien voir, mais vous l'avez sans doute déjà signalé, que François a désigné et a installé déjà à peu près 80% des cardinaux qu'ils vont élire. Alors, comme les économistes disent, il y a comme un effet crémaillère. Bon, mais comme Benoît XVI d'ailleurs, il avait tenu à faire cardinaux des hommes assez divers, pas forcément dans sa ligne. Mais évidemment, il a, je pense, favorisé ceux qui étaient plutôt dans sa ligne. Et dans quelle ligne était-il? Je l'avais rencontré pendant 3/4 d'heure à Sainte-Marthe. Et j'étais bien sûr impressionné de l'avoir en face de moi. Nous étions 3 dans un petit salon, sans donc aucun protocole. Et l'ayant en face de moi, je voulais lui dire à quel point je trouvais que sa parole passait toutes les frontières, parlait à tous les hommes, à toutes les femmes, croyants ou pas croyants. Alors là, avec son accent, il lève les bras et il dit « Bon, c'est le ciel ». Oui, je lui dis « Mais attends, vous avez dit que j'étais journaliste, donc c'est un peu comme une conférence de presse, quelque chose comme ça, bâton rompu ». Et je lui dis « Oui, mais vous l'avez voulu ». Parce que je savais qu'il avait pris la parole d'une façon très particulière au moment où les cardinaux se retrouvent et discutent. Et là, ça a été... Et c'est d'ailleurs, pardonnez-moi de vous couper, mon père, mais c'est cette prise de parole qui a été un tournant. Et c'est là la congrégation générale, évidemment, avant le les conclave, cardinaux, où on pensait au pape François et on pensait à lui. Oui, et que d'une certaine façon, lorsqu'on prend la parole, je dis pas qu'on fait acte de candidature, mais ça peut être compris comme ça. Et ce qui était très intéressant, si on s'intéresse à la communication non verbale, pendant tout l'entretien, il était légèrement comme vous d'ailleurs penché, celui qui écoute, et il se redresse. Il parlait en français, lentement, mais en bon français. Et là, il me parle en italien. Et qu'est-ce qu'il me dit pour répondre à votre question? Il me dit, dans l'Apocalypse, il y a un homme qui frappe à la porte. Il frappe à la porte non pas pour entrer dans l'église, c'est le pape qui parle là, devant moi, mais pour en sortir. Voilà, je pense, la ligne principale, en tout cas celle qu'il me propose dans cette rencontre, faire bouger l'Église, c'est-à-dire, selon moi, dans ce que moi j'en comprends, c'est faire bouger l'institution. Oui. Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il pouvait... on pouvait lui reprocher parfois d'avoir un regard assez critique, assez dur envers l'Europe, et d'avoir les yeux tournés vers les périphéries et pas forcément d'aller sur les terres, les terres de Rome, et puis d'aller, quand il va à Marseille, il dit je vais à Marseille et non en France. Est-ce que vous avez pu échanger là-dessus avec lui? Oui, je dirais que c'était avant la catastrophe de Notre-Dame de Paris. Mais tout naturellement, encore une fois, comme journaliste, je lui dis « Quand venez-vous à Paris ?» Et immédiatement, mais alors sans aucune hésitation, il me dit « Non, je vais préférer aller dans les pays pauvres. » Voilà, donc c'était clair dans sa tête, il n'y avait pas de problématique politique particulière. Sa ligne, il l'a dit tout de suite, rappelez-vous, il est désigné, il est élu, tout de suite il s'installe à Sainte-Marthe, et tout de suite le lendemain ou le surlendemain il va à Lampedusa. C'était significatif. Et c'est d'ailleurs son premier déplacement à Lampedusa, et on comprend là aussi que tout son combat, il a été
l'intégralité, mais son combat prioritaire était sur la question migratoire. Constantin de Vergennes, je rappelle que vous êtes journaliste chez France Catholique, vous souhaitiez réagir? Oui, le pape François aimait la France, simplement. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais en tout cas, c'est quand on lit ce qu'il a dit, c'est ce qu'on ressent. Il a trouvé que c'était un pays et un continent, qu'on parle de l'Europe, un pays ingrat. Ingrat parce que la laïcité pour lui et la française va beaucoup trop loin, et l'idée même qu'un pays puisse rejeter de sa culture le fait religieux est inconcevable pour lui, le Sud-Américain. Je ne l'ai pas entendu, je crois, s'exprimer sur la question, mais typiquement, les affaires des crèches, chaque année à Noël, il y a les polémiques des crèches installées dans les mairies. J'ai pensé à ça ce week-end, vous avez tellement raison, pour lui, Constantin. C'est à peu près certain que pour lui, c'était inconcevable qu'il puisse y avoir un problème à ce qu'une crèche soit... Et donc voilà, il voit ça comme un symptôme d'un mal profond, et il se dit, puisque les Français ne veulent plus de cette religion, on va plutôt utiliser notre temps à aller visiter le Timor oriental, la Mongolie, où il y a très peu de chrétiens, mais où la communauté chrétienne est très dynamique et très fière d'elle et de ses racines, par exemple. Bon, non mais on va en parler de 17h à 18h sur l'aspect culturel et cultuel.